je vous propose que nous poursuivions peut-être sur notre dernière séquence, que nous retrouvions Marie de Ketelerana, Christian Lefebvre et Pierre Vels, pour une séquence intitulée « De l'audace démocratique pour un gouvernement métropolitain ». Pour cette séquence sur l'ouverture, je propose tout d'abord à Marie de Ketelerana de nous rejoindre avec sa caméra et son micro. Bonjour. Marie de Ketelerana, vous avez été directrice de Paris Métropole de 2009 à 2015. Vous êtes aujourd'hui inspectrice générale au Conseil général de l'environnement et du développement durable au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et je précise que vos propos ne vous engagent pas dans vos fonctions actuelles. Vous avez la parole pour 12 minutes. C'est à vous. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à tous les intervenants. Donc, peut-être grâce aux précédents intervenants et intervenantes, on vient de situer le Grand Paris par rapport aux enjeux de la transition, du local au global, en passant par l'échelle régionale. La séquence qu'on entame maintenant va nous permettre d'aborder plus frontalement, mais elle l'a déjà été, la question de la gouvernance, de quelle gouvernance pour répondre à ces enjeux. Avec les interventions de Christian Lefebvre et de Pierre Vels, nous tenterons de l'éclairer. Et avant que d'apporter ma modeste contribution, je voulais peut-être puiser dans ce qui m'a paru les lignes de force des séquences précédentes et qui nous éclaire sur la question vue de manière plus focalisée de la gouvernance. Alors la séquence 5, grâce à Bernard Landau et à Simon Ronet, nous a permis, avec cette approche très intéressante, de visiter des projets qui devraient être d'intérêt métropolitain au sens fort, Confluence, Île-Seguin versus Saint-Ouen, de voir, comme le disait Simon, oui, gouvernance, projet, enfin si on remonte des projets, on voit bien aussi qu'ils ont besoin de gouvernance, c'est dans les deux sens, et ça nous a posé la question de la nécessité d'autorités régulatrices et organisatrices. Dans la séquence 2, Corinne Jacquan nous a alerté sur le fait que la métropole paraît très lointaine, que c'est peut-être un deuxième ou un troisième degré de représentation démocratique. Et elle a eu cette question à laquelle je ne peux pas m'empêcher de répondre en disant « mais où se situe-t-elle quand elle délibère ?» Eh bien, pour ceux qui ne le sauraient pas, elle se situe dans l'amphithéâtre du Conseil régional, ce qui peut-être nous éclaire un tout petit peu pour la suite et ce qui… Je reprends ce qu'a dit Corinne sur l'inconscient et sur le destin du Grand Paris. Je crois qu'il y a une association qui fait de la psychanalyse urbaine. Sans doute le moment est venu de repsychanalyser notre Grand Paris et notre métropole parce qu'on voit qu'effectivement en Poitiers, il y a beaucoup de choses qui jouent. Avec, comme elle a présenté, les rendez-vous manqués, le rendez-vous manqué de la période 1920-1930. Et nos rendez-vous manqués de la décennie 2010-2020. Alors David Mangin nous a concrétisé tout ça avec l'urbanisme des itinéraires, les raies de ville, l'événementiel et finalement un peu des ateliers de gouvernance qui pourraient se tenir dans nos raies de ville et dans les territoires. Tandis qu'Aurélien Delpirou a invité à passer du lieu au lien et à reconfigurer l'action publique pour répondre aux défis. J'ai découvert la notion de duty to cooperate que je ne connaissais pas, qui me semble très intéressante, l'ardente obligation de coopérer. Et le rôle, on voit bien là le rôle de l'État qui peut revenir en tant qu'architecte et régulateur pour cette solidarité verticale, tandis que la solidarité horizontale est assurée en intercollectivité locale. Alors là, on voit qu'on réapproche de nos débats institutionnels. Grâce à notre troisième séquence animée par Chantal Pacteau, on a plongé dans tout ce qui est par rapport aux exigences de la transition écologique, l'approche systémique, les interactions. Jean-Paul van der Linden nous a attiré beaucoup l'attention sur la gouvernance des risques,
la renaturation des villes, la question de l'éthique, on y reviendra peut-être, qui est importante, du rapport à l'autre, en citant l'école de Francfort. Et Luc Abadie nous a bien décrit la complexité, les réseaux, l'interaction, les temporalités, les différentes échelles, où l'on voit revenir le grand bassin parisien, comme Pierre Mansal l'évoquait au début, et peut-être cette opposition urbain-rural qui finalement est un peu stérile, urbain-rural, même combat. Alors en parallèle de tout ça, il se passait des chats passionnants qui étaient quand même assez connectés. Là, je ne peux pas en rendre compte, mais on va voir comment on va restituer tout ça. Et sur le temps qui me reste, je voudrais donc apporter ma contribution qui sans doute est banale par rapport à ce qui a été dit, mais peut-être pour vous soumettre quelques idées dont je pense qu'elles sont peut-être à ce stade assez largement partagées. Donc évidemment, la question de la gouvernance, elle est récurrente. Elle l'est d'ailleurs au plan international, au sens, on ne l'a pas rappelé, mais où aucun modèle au sens de référence dont on devrait s'inspirer ne prévaut. On voit bien que partout sur la planète, les exigences de rayonnement économique, d'inclusion sociale, d'équilibre écologique, d'appartenance territoriale sont souvent abordées de manière séparée, voire contradictoire, ce qui fragmente les controverses et ce qui entrave les convergences nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de gouvernance durable. Ça, on le voit partout. Notre question de la gouvernance, elle est récurrente, pour ne pas dire radotante, puisque le sujet de la gouvernance, pour le Grand Paris, ça fait maintenant un siècle, nous disent les historiens, et en tout cas 1 ou 2 décennies pour nous qu'on en parle. Il y a eu une décennie prometteuse qui était inaugurée par la conférence métropolitaine, où quand même Paris Métropole a su réunir plus de 200 collectivités et de nombreux acteurs autour de projets métropolitains. Mais l'incapacité des élus à s'accorder sur un livre blanc de la gouvernance, puis à s'emparer du projet de loi gouvernemental qui était pourtant fortement inspiré des travaux du syndicat mixte, a marqué le retour des postures politiciennes. On a donc, Jacques Paquier, nous l'ignorons pas, on a donc la métropole du Grand Paris, qui est à notre sens un ersatz d'institutions de gouvernance qui n'a ni le périmètre, ni la vision, ni la légitimité démocratique, qui lui permettrait de s'attaquer aux inégalités socio-économiques, sanitaires. On salue le travail de Guy Burgel qui a vu les honneurs du monde. Enfin, tout ça est très bien documenté, les inégalités culturelles, en un mot territorial, qui minent le Grand Paris et qui ne nous permet pas d'amorcer la construction d'un projet mobilisateur pour ses habitants. Alors, sans nous appesantir sur les couches du millefeuille, du yo-yo et tout ça qui est déjà très documenté, du yo-yo des ressources fiscales, les établissements publics territoriaux, la métropole, il nous faut convenir que cette problématique du gouvernement métropolitain, on le voit bien, elle n'a pas de solution toute faite, parce qu'on a un certain nombre d'équations, ça apparaît de manière très intéressante ce matin, qui sont porteuses de contradictions. Et peut-être faut-il que nous arrêtions de nous focaliser sur des questions qui, au fond, sont insolubles, tellement on les a rebattues sans issue, telle celle du périmètre. On sait bien qu'il n'y en a pas d'idéal, qu'il y aura toujours un effet de frontière et que si on approche le périmètre de manière statique. Alors peut-être c'est préférable, mais quand je dis ça, c'est du jargon presque, d'imaginer une géométrie variable de la gouvernance, inclusive plutôt qu'éclusive, selon les politiques publiques à mener. Il y a des collègues qui ont fait monter ça dans le débat, dans le chat. Mais là, on arrive tout de suite à une autre difficulté, tenant au fait que gouverner implique d'avoir été élu sur une circonscription qui, elle, est fixe. Et là, on a une contradiction importante. De même, deuxième contradiction, notre débat récurrent, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais il est très présent, entre la métropole polycentrique et la métropole intégrée. La métropole polycentrique, elle répond aux besoins de reconnaissance des différentes centralités qui font Grand Paris, mais la seconde semble s'affirmer comme la seule à même de remédier aux fractures sociales, économiques, territoriales. Comment dépasser cet antagonisme sur lequel Paris Métropole a chopé? On ne sait pas, et pourtant il faut. En fait, j'ai le sentiment qu'à bien des égards, on est captif, et Pierre avait raison de souligner, c'est très important de retourner dans l'histoire pour éclairer ce qu'on peut construire demain. On est vraiment captif de références du siècle passé. On n'arrive pas à penser la complexité des métropoles aujourd'hui, et en particulier de la nôtre. C'est peut-être là que c'est intéressant de faire venir, comme aujourd'hui, mais à des échelles beaucoup plus vastes, toutes les parties prenantes pour ne pas être dans ce seul registre politique qui aujourd'hui redevient politicien, sans méconnaître ce que Bernard Landau a dit bien sûr sur le fait que ces questions sont
aussi éminemment politique. À cet égard, le modeste comité des partenaires qu'on avait mis en place à Paris Métropole avait permis d'enclencher une dynamique très prometteuse qui, à ma grande surprise, avait permis de réunir des acteurs qui ne se connaissaient pas. Moi, je passais mon temps, finalement, c'était ma principale valeur ajoutée, à présenter les gens les uns aux autres. Et c'était épatant parce que chacun construisait la métropole dans son coin et ne savait pas ce que faisaient les autres. Et alors, en mélangeant, évidemment, ces acteurs qui venaient du monde de la recherche, des associations, des entreprises, on avait déjà beaucoup de possibilités qui s'ouvraient à nous. Et on a prolongé ça avec des débats publics modestes là aussi, mais qui ont amorcé un échange avec la population sur la réalité, sur les réalités métropolitaines. Je terminerai en disant que oui, ce qui frappe aujourd'hui, c'est l'absence totale de débat démocratique autour de la métropole du Grand Paris. Et bien sûr, on est très attentif à cette institution puisqu'elle est là. Alors c'est pour ça qu'avec Pierre Mansat et Pierre Veltz et de nombreux signataires, principalement engagés dans le domaine de l'urbanisme, on a publié une petite tribune dans Le Monde à la veille des élections municipales qui était un peu volontairement minimaliste, mais on introduisait le questionnement, mais où est donc passé le Grand Paris? Parce qu'à part le Grand Paris Express dont on a parlé, pour les gens, il n'y a aucune réalité visible institutionnelle à la métropole. Et donc aujourd'hui, on souhaiterait que à l'occasion de nouvelles initiatives à prendre, le sujet de où est le Grand Paris fasse irruption à l'occasion des prochaines élections régionales pour que les citoyens puissent s'en servir. Pour un grand besoin de controverse avant même qu'il puisse y avoir des délibérations politiques. Peut-être alors que les gouvernants sont creux par défaut, avec toute cette intelligence collective déjà qu'on voit ce matin, pourront nous permettre de nous saisir de ce bien commun qu'est notre métropole, d'en inventer démocratiquement les contours et d'en débattre aussi des valeurs. Merci. Merci Marie. Je passe la parole à Christian Lefebvre. Si vous voulez bien allumer votre caméra et votre micro. Christian Lefebvre, pardon, vous êtes professeur des universités à l'école d'urbanisme de Paris. Vous êtes chercheur au LATS et vous avez écrit dernièrement avec Gilles Pinson « Pouvoir urbain, ville, politique et globalisation ». En août dernier, je vous invite à prendre la parole. Vous avez toujours 12 minutes comme tous les intervenants. Merci. Vous m'entendez? Parce que, ok, très bien. Je vais parler beaucoup moins de 12 minutes, d'une part parce qu'il est tard et je pense qu'un certain nombre d'entre vous, dont moi-même, sont un peu fatigués de toutes ces présentations. Un webinaire qui fait plus de 3 heures, moi je donne des cours en Zoom depuis maintenant, hélas, depuis la fin du mois d'octobre, et je sais à quel point c'est compliqué et difficile pour le genre de se concentrer. Donc je vais parler beaucoup moins longtemps que ça. Et je vais surtout rebondir un peu sur un des éléments que vient de soulever Marie. Et moi, ça c'est plus dans une perspective, on va dire, d'action politique, qui me semblait quand même être un peu, on va dire, une des raisons d'être de ce premier webinaire. Alors, on parle de gouvernance. Pour moi, la gouvernance, alors il y a énormément de définitions, c'est un mot valise, donc chacun y met un peu ce qu'il entend, mais c'est au moins 2 choses, c'est au moins du multi-acteur et du multiscalaire. Et donc, on parle de multi-acteurs, on va parler de système d'acteurs, et à ce titre-là, alors on l'a dit, la métropole francilienne possède un système d'acteurs. On nous dit complexe, mais quand on regarde les métropoles de taille similaire un peu partout dans le monde, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il n'y a pas plus d'acteurs locaux, il n'y a pas plus d'acteurs en général en Île-de-France qu'ailleurs. Ce n'est pas vrai. Mais surtout, il est conflictuel. Peut-être probablement plus conflictuel qu'ailleurs. Plus conflictuel qu'à Londres, plus conflictuel qu'à New York, des villes sur lesquelles je travaille un peu en ce moment. Il est conflictuel à 2 niveaux au moins. Au niveau, on va dire, au sein du monde politique. Alors on en a parlé, hein, mais moi j'insiste bien sur cette question de conflictualité entre d'un côté l'État et les collectivités locales et puis au sein même des collectivités locales. Hein. Entre la région, la ville-centre, parce qu'on a une ville-centre puissante, nous, en Île-de-France, et puis les autres collectivités locales, les départements et les communes. Et puis aussi des conflits importants entre le monde politique et le monde économique. On en a parlé là un peu, en tout cas sur les enjeux, sur les intérêts qui pouvaient diverger entre le monde politique et le monde économique.
Mais il faut aussi insister sur cette question de méfiance et de défiance que ces deux mondes entretiennent l'un par rapport à l'autre. Alors, cette conflictualité, elle a des raisons historiques. La culture politique française, où le public, et notamment le politique, est dominant, ou en tout cas se veut dominant, notamment je pense au rôle de l'État, mais pas que. Mais à mon sens aussi, elle s'est peut-être accentuée du fait du rapport que tous ces acteurs entretiennent par rapport à la globalisation, et qui, pour leur ensemble, définissent des priorités qui ne sont pas convergentes, et donc des politiques publiques, effectivement, qui ne le sont pas non plus. Donc, une méfiance entre les acteurs, ce qui se traduit par une incapacité à ce qu'on appelle produire une production de l'action collective. Alors moi, je pense que l'enjeu de la gouvernance en Île-de-France, une amélioration, on peut parler comme ça d'une amélioration de la gouvernance en Île-de-France, c'est de réduire cette méfiance et cette conflictualité. Et ça passe, et je pense que Marie en a parlé un peu, puis un autre intervenant en a parlé un peu, ça passe par la mise en place de lieux et de structures d'échange, de dialogue et de débat qui font défaut à l'Île-de-France et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres métropoles qui sont comparables. Donc, lieu et structure d'échange et de dialogue, de débat, et après qui pourrait permettre effectivement, parce que l'enjeu derrière, c'est en fait la légitimité d'un territoire qui s'appelle la métropole. Pourquoi voulez-vous que les habitants s'y intéressent? Pourquoi voulez-vous que les élus s'y intéressent, et même l'État s'y intéresse, si cette métropole n'apparaît pas comme légitime pour produire des politiques publiques adaptées à des enjeux qui sont sur son territoire? Alors, ça appelle évidemment des innovations à la fois organisationnelles et institutionnelles qui seraient ces lieux et ces structures de débat, plutôt moins dans un premier temps. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait que l'on travaille dans la perspective des élections régionales. C'est-à-dire, lieu et structure, c'est à quelle échelle, sur quels enjeux et qui participe. Donc ça veut dire effectivement faire du débat métropolitain. Montrer à quel point le territoire métropolitain, et peu importe comme il est défini, c'est un territoire d'enjeu qui mérite qu'on le prenne au sérieux, par au moins déjà un débat. Alors il y a énormément de statistiques, l'Institut Paris Région produit des statistiques depuis, on a cette richesse en Île-de-France sur les questions métropolitaines, donc ça peut nourrir effectivement le débat, mais la question démocratique, effectivement, elle est complètement absente. Dans un certain nombre de pays, quand on aurait fait la métropole du Grand Paris, il y aurait eu un référendum. Il y a eu un référendum sur le Grand Londres, par exemple. Donc là, nous, ça c'est quelque chose qui est passé à la trappe. On est dans la technostructure totale, dans la technocratie. Voilà. Et donc, je dirais créer ces lieux et ces structures d'échange et de dialogue dans un premier temps, on ne peut pas prévoir ce qu'elles vont donner. C'est un peu d'ailleurs le processus qu'avait lancé Pierre Mansart avec la conférence métropolitaine, mais qui, à mon sens, était resté quand même très à l'intérieur du monde politique, et notamment à l'intérieur des élus. Et je pense que pour parvenir à ça, c'est-à-dire à la création de ces structures et de ces lieux, ça suppose plusieurs choses. D'abord, ça suppose, et là on peut presque toucher à la psychanalyse, je dirais, psychanalyse collective, si ça existe, c'est ne pas attendre l'État. On a attendu l'État, on attend systématiquement, et encore ça risque de nous arriver peut-être un jour, que le président actuel fourbisse une nouvelle réforme, un nouveau projet, etc. Moi, je pense qu'on n'a rien à attendre de l'État, et en tout cas, pas à attendre une capacité d'innovation. Si déjà l'État s'occupe, c'est un peu ce dont parlait Aurélien Delpirou tout à l'heure, s'il s'occupe déjà de ses compétences régaliennes, ça serait déjà pas mal. Donc ça, c'est la première chose, ne pas attendre beaucoup de l'État, ne pas non plus trop compter sur les élus. On a bien vu, l'histoire quand même récente montre que la classe politique, et Pierre en a parlé en introduction, la classe politique, on ne peut pas attendre quelque chose, grosso modo, quelque chose en innovation de la classe politique de l'Île-de-France pour avancer sur la question métropolitaine. C'est un sujet
qui ne les intéressent pas forcément pour des raisons, on va dire, de politique politicienne, pour des raisons de périmètre de mandat, etc. Et je pense aussi qu'on aurait tort de se focaliser sur une réforme institutionnelle, à propos de laquelle je pense que tout a été grosso modo mis sur la table, y compris avec peut-être la position de loi des députés de la République En Marche, notamment sur la création d'un pôle métropolitain. Tout au moins, ne pas se focaliser sur la question métropolitaine, sur la réforme métropolitaine dans un premier temps. De toute façon, elle va revenir soit par la grande porte, soit par la fenêtre, puisqu'on on vit dans des sociétés, un peu comme les Italiens d'ailleurs, où on est assez fasciné par le besoin de construire des institutions dès qu'il y a un problème. Et moi, je pense que par rapport à ça, si on ne peut pas compter tellement sur l'État, si on ne peut pas trop faire confiance aux élus locaux, on peut faire confiance à nous-mêmes. Je pense que c'est un peu l'idée de base qui a été initiée par Pierre et d'autres de ce premier webinaire, c'est-à-dire il revient à nous, en tout cas un certain nombre d'entre nous qui sont présents aujourd'hui, de prendre sérieusement cette idée de créer des lieux, des structures, des forums, et très vite, pour, je dirais, le mettre à l'agenda de la prochaine campagne électorale sur les régionales. Voilà, je m'arrête là, c'est assez court, mais c'était simplement pour lancer un débat sur ces questions-là. Merci beaucoup, Christian. Pour terminer cette dernière séquence, j'invite Pierre Veltz à allumer sa caméra et son micro. Pierre Veltz, vous êtes ingénieur, sociologue, Grand Prix de l'urbanisme 2017. Vous êtes actuellement président du conseil scientifique de l'IEDAT, l'Institut des hautes études d'aménagement des territoires. Vous avez notamment dirigé la mission Région Capitale auprès du secrétariat d'État de la région Capitale. Et vous avez été président-directeur général de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Je vous laisse la parole pour 12 minutes. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on m'entend. Oui, ça va. Bon, c'est pas facile. Au moment où tout le monde est déjà un peu fatigué et puis attend surtout, je pense, le point de vue clôture que va nous donner ça, que je crois au nom du monde, je peux remercier aussi d'avoir monté cette journée avec cette énergie pour reposer ces questions sur lesquelles lui-même et beaucoup d'entre nous travaillent depuis longtemps. Alors, je vais me distinguer un peu de ce que vient de dire, il faut bien animer un peu le débat, ce que vient de dire Christian Lefebvre, les endroits où les entreprises dialoguent avec comme ça existe à Londres, par exemple, on n'a pas vraiment ça en Île-de-France, mais je pense qu'avant d'avoir des problèmes de gouvernance, on a un problème de gouvernement. Et moi, je préfère quand même le mot de gouvernement, gouvernance qui noie un peu le poisson. Je pense qu'on a aujourd'hui un problème de gouvernement, en ce sens que ça ressort, me semble-t-il, d'une partie aussi des qui ont été posées, très riches dans le débat jusqu'ici, en ce sens que le sujet clé, quand même, c'est celle du politique et même de la politique et de la légitimité, parce que moi, ma conviction, elle est très forte et simple, c'est que on ne sortira pas d'un certain nombre d'impasses, de difficultés, si on ne reconfigure pas le système politique. Et je pense, contrairement là aussi à la question, que les institutions comptent et que les institutions sont majeures. Quand je dis qu'on a des difficultés, Pierre a dû l'évoquer dans son introduction, mais je n'ai pas eu le temps. On voit bien qu'il y a au fond, ça a été dit, parce qu'il n'y a pas il y a notamment grâce à ces réseaux de l'ombre, etc., qui font qu'il n'y a pas de dysfonctionnement majeur dans la vie quotidienne aujourd'hui. En même temps, on voit bien qu'il y a des grands sujets qui sont absolument pas, qui sont un peu
premier d'entre eux étant le creusement des inégalités socio-spatiales qui continue gentiment et qui va explosive, sans parler des que ça représente. Donc on voit bien que c'est régulé nulle part. Et on voit bien aussi que seul un gouvernement digne de ce nom, avec la légitimité qu'il faut, et la légitimité, ça passe par le suffrage universel. On a évoqué aussi l'écologie, alors il y a la biodiversité. Là aussi, il y a des questions à une certaine échelle. Alors on va revenir sur la question des échelles, qui sont des problèmes de manière micro. Excusez-moi de vous interrompre. On vous entend malheureusement très mal. Est-ce qu'en désactivant votre caméra, ça passerait mieux? Alors, je vais désactiver ma caméra. Je ne sais pas si la bande passante serait voilà, plus... Normalement, d'habitude, ça fonctionne. Je suis comme tout le monde, je passe mon temps à faire du... Alors, pourquoi ça ne veut pas? Voilà. Est-ce que c'est mieux? Pour l'instant, ça va. Peut-être que je vous réinterromprai. J'en suis désolée, mais on va essayer comme ça. Je passe mon temps, et j'ai un peu ras-le-bol comme tout le monde, à faire des zooms. En général, ça passe. Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'il y avait quand même des grands problèmes qui étaient absolument pas traités. Moi, je compare souvent un peu l'Île-de-France à un grand paquebot dans lequel il y aurait essentiellement des passagers. Au fond, chaque collectivité, et ça vaut même pour les plus grandes, considère que le devenir global de l'agglomération, de cette agglomération géante, au fond, personne n'en est vraiment en charge, et que l'essentiel, c'est de capter, cette vision peut-être un peu noire, mais qui n'est pas forcément totalement fausse. L'essentiel, c'est de capter les avantages et pour son propre petit coin du bateau dans cet ensemble-là. Donc moi, je crois, quitte à paraître un peu ringard, que la question des institutions est majeure et que c'est un problème de gouvernement plus que de gouvernance. Alors, on nous a beaucoup expliqué cette théorie au fond, de métropole des projets, de la métropole partenariale, du management par les réseaux, à géométrie variable, etc. Et au fond, avec une forme un peu d'apologie de la complexité. En disant, de toute façon, on est dans un monde complexe, il faut faire avec, bien sûr, c'est vrai. Mais moi, je pense quand même, moi, je m'inscris en faux par rapport à cette vision. On m'entend? Oui. C'est mieux? Bon. Oui. Je m'inscris quand même en faux par rapport à cette vision. Bien sûr, il faut raisonner réseau. Hein, et bien sûr, il faut, ça a été dit tout à l'heure excellemment sur la question de la biodiversité, on voit bien que le périmètre territorial est par définition toujours inadéquat et qu'il faut raisonner réseau, d'ailleurs, à des échelles extrêmement, extrêmement variables. Mais du point de vue du gouvernement, d'abord, il y a un sujet démocratique, c'est qu'en démocratie, on n'a pas trouvé autre chose pour l'instant, on peut réfléchir, hein, que la base territoriale pour à la fois élire nos représentants et surtout les évaluer, éventuellement les virer si on n'est pas content d'eux. Et donc, voilà, je pense que considérer que ça n'a pas d'importance et qu'on va tout faire maintenant sous forme de partenariat et de réseau, ça ne va pas. Parce que où passe là-dedans la démocratie? Je rappelle aussi que le réseau, c'est quand même, d'une certaine façon, toujours la loi du plus fort. Moi, je me souviens d'un débat que j'avais eu à l'Arsenal avec Jean-Louis Messica. Il nous expliquait qu'on allait faire des réseaux à géométrie variable et que c'est comme ça qu'on allait gérer la métropole entre Paris et les autres. Mais enfin, la disproportion de moyens, de puissance est telle entre toutes ces collectivités, et plus on va vers la grande couronne, plus les communes sont petites, comme vous savez, et ont très peu de moyens, que le réseau, ça risque d'être simplement la loi du plus fort. Donc je pense, moi, qu'il faut réfléchir, malgré tout, aujourd'hui, à
l'architecture institutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des découpages. Bon, aucun périmètre n'est bon, on le sait, mais enfin, il y a des périmètres qui sont plus mauvais que d'autres. Ça veut dire en fait au découpage, aux compétences et au mode électif. Je pense qu'il faut vraiment prendre les trois choses en même temps. Alors, je vais pas développer mon propre point de vue là-dessus. Je crois que je l'ai souvent écrit. Je me suis permis de diffuser un petit article qu'on avait envoyé au Monde et qui d'ailleurs faisait suite à une lettre que les mêmes signataires avaient adressée au président de la République, mais qui n'a jamais eu de réponse. C'était au moment où Macron avait confié la mission à Castro et avait l'air de considérer que la question du Grand Paris était avant tout une question d'urbanisme et d'architecture, donc c'était un peu en réaction à ça. Voilà, donc en deux mots, la métropole du Grand Paris, moi, bien sûr, d'une certaine façon, ça a été une avancée, puisque pour une fois, les maires quand même se parlaient, mais en même temps, moi, je rejoins complètement le point de vue qui a été exprimé dans plusieurs contributions, en particulier Simon l'a dit ce matin, il y a quand même deux défauts rédhibitoires, à mon avis. Rédhibitoire, c'est rédhibitoire à la métropole du Grand Paris. Premièrement, la question du périmètre. Dire qu'il y a 7 millions de franciliens qui sont dans le périmètre, et qu'il y en a 5 qui sont en dehors, je trouve que ça n'a vraiment aucun sens. Enfin, on est quand même un périmètre totalement anachronique, c'est celui que De Gaulle avait mis en place au moment où il a fait sa grande réforme. À l'époque, ça couvrait à peu près l'agglomération francilienne. Aujourd'hui, je rappelle, il y a 1 million de personnes qui franchissent tous les jours en migration quotidienne, alors peut-être pas en ce moment, la frontière entre les deux. Donc voilà, et puis le deuxième aspect rédhibitoire, à mon avis, disons les choses, sur la métropole du Grand Paris, c'est qu'au fond, l'ADN, c'est une assemblée de maires où il est écrit, sans être écrit, qu'il n'y aura pas d'arbitrage supracommunal. Voilà. Je simplifie un peu, mais basiquement, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Or, s'il n'y a pas d'arbitrage supracommunal, on arrive au fait que le grand exploit de la métropole du Grand Paris, c'est d'avoir fait, réinventons la métropole, c'est-à-dire offert un certain nombre de sites à des promoteurs privés en leur disant « faites-nous des choses formidables ». Et on a vu effectivement sur le papier apparaître alors après on fait des additions fantastiques avec je ne sais pas combien de milliards de projets, etc. Très franchement, je ne veux pas être polémique, mais quand j'ai entendu la maire de Paris dans son débat au Sénat expliquer que c'était la réussite majeure et qui prouvait à quel point la métropole du Grand Paris était nécessaire, ça me choque. Je trouve qu'au fond, ça veut dire laissons la loi du marché, parce qu'il n'y a pas d'autre logique dans cette affaire que la loi du marché, qui d'ailleurs ne va pas fonctionner comme on l'espérait. Alors après, comme vous le savez, il y a ce grand débat, si ce n'est pas le périmètre de la métropole du Grand Paris, est-ce que c'est le périmètre? Quel périmètre? Moi, je pense que pour des raisons de simplicité, le périmètre de la région aujourd'hui n'est pas un mauvais périmètre. Alors, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas une bonne idée parce que certains pensent que ça va donner un pouvoir trop important aux maires des petites communes rurales. Franchement, ça, c'est pas mon argument. Je pense que c'est quelque chose qui se gère. D'autres, et je crois que c'était le point de vue d'Emmanuel Macron lui-même, qui s'était exprimé là-dessus. On dit, mais qu'est-ce que c'est cette idée d'avoir une métropole où il y aurait beaucoup plus de champs finalement que de construction? Ça, c'est une vision totalement ringarde de la ville. Je pense que Abadi nous a donné tout à l'heure une magnifique réponse à ça. Enfin, c'est évident que si on réfléchit aujourd'hui transition écologique, le périmètre, le fait d'avoir ces espaces naturels, si on réfléchit aussi à la transition énergétique, le fait d'avoir ce grand périmètre, il faut qu'on sorte de cette idée que la ville, c'est la densité construite. Enfin, ça, c'est une vision du Moyen-Âge, quand les villes étaient incluses dans leur... voilà. Donc, après, évidemment, le périmètre régional, ça ne veut pas dire l'institution régionale telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, le sujet majeur, c'est quelles compétences et quel mode électif. Je pense que... Mais pour le mode électif, moi, je pense que le fait d'avoir une élection au suffrage universel qui donne une légitimité à ce que pourrait être le président ou la présidente
Alors, Pierre, dans le chat, disait tout à l'heure la city région parisienne. Si on pouvait trouver un mot français, ce serait mieux. Mais enfin, cette idée-là, évidemment, ça, je pense, c'est indispensable, quoi, hein. Voilà. Après, on a le problème de la dualité éventuelle avec le ou la maire de Paris, mais ça, voilà. Bon, après, l'échelon communal, je pense qu'il est, pour des bonnes raisons d'ailleurs, hein, c'est important de le garder. Je n'ai jamais été partisan de la suppression des communes, parce que je pense que d'abord, on fait partie du sacré quelque part en France, et que ça a des... Mais on voit bien que les communes sont tellement variables, et donc on a besoin, je crois, d'un échelon intermédiaire. Et donc c'est cette idée d'une organisation à 3 niveaux. Alors là, c'est compliqué, parce que comment définir de manière pertinente ce qu'on avait appelé, nous, dans notre papier, des villes-territoires, qui sont en fond les grandes intercos. On voit bien en première couronne, ça se dessine assez facilement. En deuxième couronne, c'est déjà un peu plus compliqué. Dans les zones rurales, c'est encore plus compliqué. Et là aussi, la clé de l'affaire, à mon avis, c'est de passer enfin, mais enfin, ça fait jamais que 30 ans que certains d'entre nous le disent, à l'élection au suffrage universel, de façon à ce que les présidents d'intercommunalité, ou les présidentes, et enfin une véritable légitimité, quoi. Et pour traiter la question du logement, par exemple, qui est une question absolument majeure, on voit bien qu'il y a des grands équilibres à l'échelle régionale, on va dire, à l'échelle de la grande métropole, mais ça se joue quand même essentiellement sur des marchés plus locaux. Alors c'est difficile à périmétrer, parce que tout est en interaction, mais il faut qu'on sorte de la gestion du logement à l'échelle du PLU communal. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est peut-être un peu ringard comme vision, mais je l'assume. Merci. Est-ce que je peux... Merci beaucoup, Pierre. Oui, allez-y, Guy. Guy Burgel. Bon, très rapidement, sur 3 points pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre Vels. D'abord, premièrement, il faut absolument abandonner cette terminologie de gouvernance. Bien d'accord avec toi, Pierre, il faut parler de gouvernement, point, c'est tout. Parce que gouvernance, ça ne veut rien dire. Bon, c'est un peu brutal. Bon. On peut vouloir dire des choses, mais bon... Non, mais ça ne veut rien dire. C'est de second rang, à mon avis, par rapport à la question du gouvernement. On parle d'institution, on n'a jamais vu une gouvernance institutionnelle, excuse-moi. Bon. La deuxième chose, un petit point de désaccord, mais il est vraiment mineur, parce que je voudrais insister sur mon 3e point. Bon, je ne suis pas sûr que le niveau intermédiaire que tu imagines entre communes et finalement pouvoir métropolitain, ce soit bon, parce que ça va rétablir des féodalités. Enfin, ça, on pourra en discuter, c'est un point, non pas de détail, mais c'est un point relativement mineur. Le 3e point, qui est fondamental pour moi, je ne parle même pas de problème institutionnel, je parle de problème constitutionnel. Parce que, encore une fois, qui va décider? Évidemment, le suffrage universel. Mais le suffrage universel, la peine de mort au suffrage universel, l'abolition de l'avortement en 1976 au suffrage universel, le traité de Maastricht au suffrage universel, je suis un peu dubitatif. Donc, peut-être parce que je suis vraiment un jacobin indécrottable et que je suis un régalien républicain, si j'ose dire, bon, je vois mal, il faudrait un tel temps de persuasion, de pédagogie, pour que finalement les franciliens comprennent. C'est pas un mépris, c'est dire, encore une fois, nous n'avons pas de profonde, moi j'ai eu ce sentiment ce matin, nous n'avons pas de profonde différence entre nous, même pas de divergence sur les périmètres, les objectifs, les formes. Nous avons de quelques petites différences mineures, mais par quelle voie constitutionnelle allons-nous passer pour imposer ce gouvernement métropolitain? Je dis bien imposer. Voilà. Un peu brutal, mais c'est ce que je voulais dire, en remerciant Pierre d'avoir organisé ce débat, un peu long évidemment, fatigant, mais très instructif. Merci. René et Bernard Landau, vous vouliez intervenir? Peut-être remettez votre micro. Oui, le micro. Oui, je vais. Excusez-moi. Oui, voilà. Apporter quelques éclairages qui n'engagent que moi. La France de 2021 n'est pas la France de 2020 ni la France de 2010. Nous avons tous été des acteurs passionnés dans différentes structures du débat qui nous réunit aujourd'hui. La réalité des échéances politiques et la réalité de l'état de la société au sortir de la crise sanitaire, de la crise climatique, de la crise financière
et de ce que sera le monde de demain, personne n'en sait vraiment rien. Moi, je pense qu'on va avoir des changements profonds. Et que c'est à la lumière de ces questions-là que l'on doit réfléchir au sujet qui nous réunit ce matin. Je pense que Christian est trop pessimiste. Je me rapproche plus dans cette discussion de ce que vient de dire Pierre Vels. Que peut faire un groupe comme le nôtre? Sans vouloir dire que les carottes sont cuites, je vais vous choquer, mais je pense que la droite va remporter la région. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'il faut que ce soit une métropole-région ou ceci ou cela. La question est de savoir, aujourd'hui, pour qui prend le pouvoir, c'est pour faire quelle politique. Et donc, ce à quoi pourrait servir notre groupe, c'est être un think tank qui questionne sur les questions qui sont posées au territoire régional métropolitain d'aujourd'hui pour être un territoire qui réponde aux deux enjeux qu'a très bien résumé un des deux intervenants, celui de la solidarité et celui de l'adaptation au changement climatique qui, lui, est inéluctable, si vous voulez. Donc, je pense que ce qui nous a passionnés dans des lieux où nous nous sommes rencontrés, dont l'Atelier international du Grand Paris ou d'autres instances, c'est du passé. Je pense que le phénomène réinventer la métropole restera aux yeux de l'histoire comme une petite plaisanterie. Enfin, je le pense profondément, mais profondément. Je suis effectivement un peu désespéré quand j'ai entendu le discours de Madame Hidalgo, qui manifestement n'a pas de pensée sur cette chose. Je trouve ça, c'est presque à pleurer, je trouve. Donc, il dépend de groupes comme nous, d'abord peut-être de ne pas être trop préoccupés par ce que nous avons fait, mais de regarder la réalité de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui en face, sans se cacher derrière des boîtes d'allumettes. Attendez, c'est évident que la droite prend un temps d'avance dans la question des régionales. Enfin, moi, tous les jours, je l'entends. Et que la gauche, telle qu'elle se présente, j'espère que ça changera. Mais nous pourrions aider à poser les bonnes questions, tout simplement. Un certain nombre des sujets qui ont été évoqués ce matin y font référence. Donc, c'est à ça qu'il faut travailler, nous, et nous avec beaucoup d'autres. Voilà. Jacques Lévy, vous vouliez intervenir? Oui, c'est ce que je pense. Jacques Lévy, vous m'entendez? Ah, votre micro. Oui, voilà. Oui, merci. Écoutez, j'ai trouvé qu'il y avait une forte convergence, ça a été dit, de l'ensemble des intervenants pour dire, enfin mon résumé, ça serait de dire que l'espace des pouvoirs ne correspond pas à l'espace des enjeux et qu'un bon gouvernement, c'est justement un gouvernement qui s'occupe des enjeux, que cet enjeu n'est possible qu'à l'échelle de la métropole et pas seulement de ses morceaux. Donc il faudrait un gouvernement urbain à l'échelle de l'Île-de-France. Le problème qui se pose, je pense à nous tous, c'est que dans le système actuel des pouvoirs, y compris démocratiquement désignés, c'est qu'il n'y a aucune chance pour que la dynamique interne de ces pouvoirs provoque l'émergence d'un gouvernement fondé sur l'espace des enjeux. Donc, il faut une intervention extérieure. Et il me semble qu'il n'y en a que deux possibles, enfin, je n'en vois que deux. Celle qui consisterait en une réforme venant de l'État central, de l'État national. Donc, c'est ce qu'on a tenté. Pierre Vels faisait allusion à une lettre qu'on avait écrite à quelques-uns au président Macron au début de son mandat, mais bon, ce point est resté, disons, au mieux en deuxième position de la pile des choses qu'il a traitées. Donc, ça ne s'est pas fait. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, mais disons que la probabilité est malheureusement assez faible. Donc, l'autre option, et c'est une option qu'avait d'ailleurs proposée Guy Burgel dans une intervention précédente, c'est l'idée d'inviter en fait les citoyens. Il se trouve que j'ai participé comme observateur à la convention climat, citoyenne pour le climat, également à l'exercice citoyen, le dispositif citoyen à propos de la réforme de la PAC. Et je pense que là, il y a une ressource,
qui permettrait en fait de contourner l'écran que représente le système des pouvoirs, parce qu'en fait, l'accès aux enjeux de la part des citoyens ordinaires, il est extrêmement faible actuellement. Les gens c'est très difficile pour les non-spécialistes de comprendre ce qui est assez évident pour nous, c'est-à-dire que le changement institutionnel est un passage obligé pour le changement des politiques. Donc, si on veut contourner cet obstacle, dépasser ou surmonter cet obstacle, je pense que ça peut être une ressource très intéressante, c'est-à-dire de lancer un grand débat sur, disons, la gouvernance, le gouvernement de l'Île-de-France ou de la métropole parisienne, mais le faire pas seulement entre les technocrates et les élus, mais sous le regard des citoyens. Et j'ai été impressionné à la Convention climat de voir à quel point, à quelle vitesse en fait les citoyens ordinaires pouvaient apprendre et devenir très très efficaces et beaucoup moins conflictuels. C'était effectivement l'idée de Christian Lefebvre, beaucoup moins conflictuel que dans la vie politicienne habituelle. Donc je pense que ça, c'est vraiment une piste prometteuse, et donc peut-être que notre groupe pourrait proposer cela, c'est-à-dire dire qu'il faut lancer un débat sur la gouvernance du Grand Paris, mais proposer immédiatement cette ressource, c'est-à-dire de mettre sur la scène les citoyens par un système, par exemple, de tirage au sort, un dispositif assez long qui permette aux citoyens ordinaires de s'approprier ces enjeux effectivement complexes, mais qui sont en même temps extrêmement concrets. Quelqu'un d'autre, peut-être une dernière intervention? Quelqu'un souhaite réagir? Si. Oui, il y a quelque chose. Pierre, nous t'écoutons. Hein. C'est moi. Peut-être pour pas s'éterniser, parce que ça fait longtemps qu'on est là, juste une petite remarque. La question des ressources, l'inégalité des ressources des collectivités n'est pas venue sur la table, alors que c'est un sujet qui est absolument majeur, avec même un caractère, je trouve qu'il y a un caractère un peu obscène, quand on sait que la ville de Paris peut récupérer 1,4 milliard, et c'est même monté à 1,7 milliard d'euros de DMTO, c'est-à-dire les taxes sur les transactions immobilières pour ces 2 200 000 habitants, et que la Seine-Saint-Denis récupère 170 millions sur les mêmes DMTO. Il y a quelque chose là qui heurte quand même profondément un sentiment démocratique. La deuxième réflexion que j'ai, c'est que tout ne relève pas des politiques territoriales. On a vu que dans la question des inégalités au cœur de la métropole, on a vu avec le rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis qu'en matière de justice, éducation, sécurité et santé, l'investissement de l'État, des politiques publiques nationales, n'est pas du tout égal, et qu'il y a là une inégalité qui est vraiment extrêmement grave, qui a été mise en évidence là, à travers la santé, à travers la crise sanitaire. Et puis, la dernière remarque, c'est qu'évidemment, les réseaux, oui, mais la métropolisation doit être encadrée, régulée, orientée. C'est un impératif. C'est à partir de là que naît, à mon sens, l'idée de suffrage universel. On voit bien les difficultés, la contestation, mais enfin, quand même, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de remettre entre les mains du peuple, dans les difficultés de la démocratie représentative aujourd'hui, mais les décisions. Alors, pour la suite, moi, je trouve que la proposition de Jacques Lévy, parce qu'on s'interrogeait comment continuer. D'abord, je propose que tous ceux qui ont envie à la fois de faire un peu le bilan de ce qu'on s'est dit aujourd'hui et puis de réfléchir à la suite, faudrait qu'ils se manifestent, m'envoyer un mail, etc. Et puis qu'on réfléchisse à cette perspective où on était parti dans l'idée d'un second webinaire avec des élus, des acteurs de l'aménagement. Mais au regard des discussions, effectivement, ça ne correspond sans doute pas aux nécessités. Qu'il faudrait tout de suite viser quelque chose qui
pourrait être la préfiguration d'une éventuelle conférence citoyenne, mais un webinaire en janvier, où à la fois on pourrait arriver avec des choses très fortes qu'on a exprimées aujourd'hui, et puis qu'on élargisse vraiment à une représentation des élus, certes des acteurs de l'aménagement, mais des citoyens, des associatifs, des gens de culture, parce qu'on n'a pas du tout évoqué cette question, mais c'est quand même au cœur de la question métropolitaine. Donc je pense qu'on pourrait essayer de travailler autour de ça, en rêvant un peu, peut-être, pourquoi pas, arriver à monter une conférence citoyenne de la région métropolitaine, en cherchant des aides d'institutions diverses, des écoles, des universités, des laboratoires, etc. Enfin, qu'on essaie de trouver la force pour réaliser ça, avec ce qu'on avait bien fixé comme objectif dès le début, c'est que on n'est pas seulement là pour penser l'avenir à 15-20 ans, mais on essaie de mettre sur la table des propositions dans le cadre de la campagne des élections régionales, des choses très fortes, des propositions de politique publique. Et j'ai l'impression que ce qu'on s'est dit, on tient déjà des éléments extrêmement forts, que ce soit dans l'adaptation au changement global, que ce soit en matière d'égalité, en matière de logement, en matière de réseau, des syndicats, de la scène, etc., etc. Donc j'ai l'impression qu'on peut arriver à faire ça. Donc, je ne sais pas si sur cette dernier, si on réagit à ça. Je voulais juste, mais il vient d'allumer sa caméra, saluer des participants qui étaient de Montréal ou de Buenos Aires. Je vois qu'Andrés est là, il est à Buenos Aires. Donc, la question de la métropole parisienne intéresse dans le monde entier, ça on le savait, mais c'est sympa de le voir. Voilà, comment on s'arrête là? Vous voulez réagir ou on réagit par mail tous sur une liste mail qu'on crée autour de ça? Vous êtes d'accord? On s'arrête là? Alors j'en profite pour un petit teasing qui va vous amuser. C'est qu'avec Christian Lefebvre, nous avons écrit un petit bouquin qui va paraître en avril aux presses universitaires de Grenoble, qui s'appelle Ma vie rouge, meurtre dans le Grand Paris. Donc une petite pub personnelle. Hein, Christian, je ne sais pas si tu es encore là. Voilà. On s'arrête là? Je suis là, oui. Tu es là. Christian Lefebvre fait une partie, dans ce livre, fait une partie, un roman noir du Grand Paris, et moi, je raconte ma vie. Voilà. On s'arrête là? Oui, c'est bien. Eh ben, merci Élodie, merci Flora, merci à toutes et tous d'avoir participé, et on continue en diffusant les présentations qui ont été faites, et puis on échange par une liste mail de comment on s'organise pour la suite. Voilà. Très bien. D'accord. Très bien. Bon appétit. Ciao. Merci. Ciao, salut tout le monde.